Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la partie de la physique qu'on appelle la dynamique. Donc, nous avons déjà eu l'occasion de revoir ensemble la partie cinématique où nous sommes attachés à décrire le mouvement sans nous poser de questions sur les causes de ce mouvement. Dans la partie dynamique, nous allons maintenant étudier ce qui peut causer un mouvement, pas qu'un mouvement. Nous allons voir que les forces peuvent également causer une déformation des objets. Mais donc, plus particulièrement dans la partie dynamique, on étudie les forces et on va s'attarder sur l'action des forces sur le mouvement. Alors, lorsqu'une force est appliquée à un objet, que peut-il se passer ? Dans la vie de tous les jours, nous savons qu'une force peut déformer un corps et une force peut également changer l'état de mouvement d'un corps. Vous voyez ici, la balle arrive au niveau de la batte. La batte va exercer une force sur la balle. Et vous voyez en effet que la vitesse finale n'est pas identique à la vitesse initiale. Il y a donc bien eu une modification de l'état de mouvement du corps. Alors, plus particulièrement dans ces rappels, nous allons supposer que les objets ne se déforment pas. L'étude de la déformation des objets, toute la partie physique des matériaux, évidemment, ne fait pas partie du programme du secondaire. Et donc, nous allons nous limiter à l'étude des forces et de leur action sur le mouvement. Donc, nous allons supposer que la force ne déforme pas l'objet, mais qu'elle va changer son état de mouvement. Alors, la force est une grandeur vectorielle. Comment peut-on s'en convaincre ? Si je vous dis que j'exerce une force sur un objet, je vous donne la valeur de la force. L'unité de force, c'est le newton. Donc, je peux vous dire, on exerce une force de 10 newtons sur un objet. Est-ce que vous allez pouvoir vous imaginer ce qui se passe ? Non. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire, oui, mais la force, vous l'exercez comment ? Verticalement, horizontalement. Vous allez vers le haut, vous allez vers le bas, vous allez vers la droite, vous allez vers la gauche. Donc, on sent bien que la force est une grandeur vectorielle. On ne peut pas se limiter à donner la valeur, la grandeur de la force, l'intensité de la force. On va devoir donner son point d'application. On va devoir donner son sens et on va devoir donner la direction du vecteur qui, dans le cas d'une force, est également appelée la ligne d'action. Donc la ligne d'action, c'est la ligne qui passe par le vecteur force, c'est en réalité la direction de ce vecteur. Et donc vous voyez que on va représenter la force par un vecteur. On peut faire glisser une force le long de sa ligne d'action sans modifier l'action qu'elle produit. Ça, c'est souvent quelque chose que l'on fera dans les exercices. Peut-être sans le dire, peut-être que ça, à un moment donné, ça vous causera problème parce que vous vous direz « Ah ben tiens, c'est le bout de la flèche qui touche l'objet ou bien c'est le point origine de la flèche qui touche l'objet. » Donc à ce moment-là, il faudra bien se souvenir qu'on peut faire glisser sans aucun problème la force le long de la ligne d'action. Donc ça veut dire qu'une force est une grandeur vectorielle et que pour parfaitement la définir, vous devrez donner
une grandeur, un sens et une direction, et ne pas oublier qu'on ne traite pas les vecteurs comme des scalaires. Donc il faudra se souvenir un petit peu de la façon dont on additionne les vecteurs, dont on exprime leurs normes, leurs composantes, et ainsi de suite. Alors, comment peut-on classer les forces ? On peut choisir les critères que l'on utilise. Il y a un certain nombre de forces qui sont dites fondamentales. Les forces de gravitation, les forces électromagnétiques, les interactions nucléaires faibles et les interactions nucléaires fortes. Alors, dans les différents rappels que nous allons faire, nous aurons, nous, l'occasion de nous intéresser aux forces gravitationnelles et aux forces électromagnétiques. Mais on peut aussi choisir un autre critère et parler de forces de contact ou de forces à distance. Les forces qui nécessitent un contact entre les objets, par exemple les forces de frottement, ou les forces qui peuvent s'exercer à distance, comme la force d'attraction de la Terre, comme la force magnétique ou la force électrostatique. Ça veut dire que cette force peut agir même à distance. Exemple, la force d'interaction entre la Terre et la Lune. Donc une force qui n'exige pas un contact rapproché. Alors, comme je vous le disais, et c'est vraiment fondamental, c'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps pour le rappeler, parce que c'est quelque chose qui va nous être utile, bien sûr, en mécanique, mais que l'on retrouvera lorsque on traitera des problèmes de force électrique ou de force magnétique. La force est un vecteur. Donc, quand plusieurs forces agissent sur un même objet, la force résultante est la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur cet objet. Et donc, je vous rappelle plus précisément, d'abord, n'oubliez pas de mettre les petites flèches au-dessus des forces pour bien vous rendre compte que ce sont des vecteurs. Ce n'est pas quelque chose d'inutile, ce n'est pas juste pour vous embêter. En mettant la petite flèche sur le vecteur, on sait, on écrit clairement que ce n'est pas une grandeur scalaire. Et lorsque vous devez faire la somme de deux vecteurs, je vous rappelle que si vous devez faire F1 plus F2, vous allez venir placer à l'extrémité de F1 l'origine de F2, et puis vous allez tracer le vecteur qui joint l'origine de F1 à l'extrémité de F2, et vous allez obtenir ce qu'on appelle la force résultante. Et vous voyez déjà bien, si vous comparez la longueur de FR, la longueur de F1 et la longueur de F2, que en grandeur, FR n'est pas simplement égal à F1 plus F2. Nous allons devoir, quand on va calculer des intensités de force résultantes, on va devoir régulièrement faire appel aux relations dans les triangles, soit quelconques, soit rectangles. Alors, quand on parle de vecteurs, on peut décider d'exprimer les vecteurs dans un système d'axes. Donc, on peut décider de choisir un système d'axes. Et que va-t-on voir apparaître dans un système d'axes? On va voir apparaître les composantes du vecteur. Donc, vous voyez, par l'extrémité du vecteur, je trace la parallèle à l'axe Y et la parallèle à l'axe X, et je vais faire apparaître donc les composantes Fx et Fy. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de vos relations dans les triangles rectangles, que vous connaissez peut-être sous la forme SOHCAHTOA, vous voyez ici que pour retrouver Fx, il faut faire F cos θ, et pour retrouver Fy, il faut faire F sin θ. La norme du vecteur, la grandeur du vecteur,
le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc grand F est égal à la racine carrée de fx au carré plus fy au carré. Et à nouveau, une relation dans les triangles rectangles, TOA, donc tangente de l'angle θ, est égale au côté opposé sur le côté adjacent, donc fy sur fx. Alors, ce qui est vraiment important dans cette notion de composante, c'est qu'une composante peut être positive ou négative. Donc, vous voyez dans le premier exemple que les deux composantes fx et fy sont positives. Et vous voyez dans l'exemple à droite de la diapositive que la composante fx est positive, le vecteur composant fx va dans le même sens que l'axe des x, alors que pour fy, il est négatif parce qu'il va dans le sens inverse de l'axe des y. Donc pour fx, on va dans le même sens que l'axe des x, elle est donc cette composante positive. Pour fy, on va dans le sens inverse, opposé de l'axe des y, et donc fy est négative. Donc les composantes dépendent du système d'axes que vous choisissez. Elles peuvent être positives, négatives ou nulles. Par contre, attention, vous voyez bien que la norme du vecteur, la grandeur du vecteur, racine carrée de fx au carré plus fy au carré, cette norme, elle, est toujours positive. Donc cette notion de composante, elle cause souvent des problèmes dans le cadre des exercices de physique, donc il faut vraiment un tout petit peu s'y attarder pour ne pas confondre normes, vecteurs et composantes. Alors nous allons rencontrer toute une série de forces et une que l'on rencontre relativement souvent, c'est ce qu'on appelle l'action normale exercée par le sol sur l'objet. Alors un petit mot sur cette force que vous allez rencontrer, soit on écrit N avec une petite flèche au-dessus puisque c'est une force, ou bien on écrit F avec indice N pour force d'action normale. Et donc, cette force exercée sur le sol, par le sol sur l'objet, elle est perpendiculaire à la surface. Donc, faites bien attention que si la surface est inclinée, N n'est pas verticale. Vous devez vraiment tracer N perpendiculairement à la surface. Donc, ça aussi, c'est une source d'erreur assez régulière où on a l'impression, parce que souvent on traite des surfaces horizontales, donc on a l'impression que N est toujours verticale. Non. L'action normale exercée par le sol sur l'objet est perpendiculaire à la surface. Alors, une autre source d'erreur, parce que très souvent c'est le cas dans les exercices, et donc c'est pour ça j'insiste vraiment, lorsque on résout des exercices, il faut essayer de les comprendre et pas faire du drill. On peut faire du drill, mais il faut essayer de comprendre ce qui se passe derrière, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'exercices, vous allez rencontrer que N est égal à mg. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre force ajoutée ou que la surface est horizontale. Alors, attention, N n'est pas toujours égal en grandeur à mg. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Vous voyez ici l'exemple d'une personne qui va exercer une force de traction T pour déplacer un traîneau. Donc, si vous négligez les forces de frottement, puisqu'on est ici sur de la neige, quelles sont les forces agissant sur l'objet traîneau? Vous allez avoir la force de traction exercée par l'intermédiaire de la corde. Vous allez avoir l'action
normale du sol, que je n'ai pas dessiné, mais bon, qui est perpendiculaire à la surface. Vous allez avoir le poids mg, perpendiculaire à la surface, mais dirigé vers le centre de la Terre. Et c'est la somme de toutes ces forces, donc T plus N plus mg, qui va contribuer donc au mouvement. On va avoir une certaine force résultante et vous savez que ce sera égal à ma, même si nous allons rappeler plus tard les lois de Newton. Alors si vous regardez bien la force de traction, je l'ai décomposée à gauche de la diapositive, elle possède une certaine composante qui est parallèle au sol et elle possède une certaine composante qui est perpendiculaire. Donc j'ai appelé ces composantes T parallèle et T perpendiculaire. Et donc nous pouvons décider d'exprimer cette somme vectorielle T plus N plus mg. Nous pouvons décider de l'exprimer dans un système d'axes, donc de passer aux composantes avec un axe X horizontal et un axe Y vertical. Alors, si nous nous intéressons à la projection horizontale des forces, l'action normale du sol est une force dont la direction est verticale, le poids également, et donc nous n'avons qu'une composante suivant l'horizontale, qui est donc la composante T parallèle de la traction, et qui sera donc responsable du mouvement horizontal. Donc nous pourrons écrire que T parallèle égale m fois A. Verticalement, l'objet ne se déplace pas, hein, il ne fait que glisser horizontalement. Donc s'il ne se déplace pas, c'est que la force résultante verticale n'est pas est nulle. Hein, s'il ne se déplace pas, il n'y a pas de force résultante verticale. Et si nous regardons toutes les composantes, pour T, nous savons que la composante verticale, c'est T perpendiculaire, qu'on va compter positivement parce qu'elle est dirigée dans le même sens que l'axe Y. Nous avons, qui n'est pas dessiné sur le graphique, mais que vous connaissez bien, l'action normale du sol, qui est dirigée verticalement et vers le haut, donc plus N. Et puis nous allons avoir la force de pesanteur, le poids de l'objet, qui est aussi dirigé verticalement vers le bas, donc en sens inverse de Y. C'est pour ça qu'on met le moins. Donc moins mg, et le tout vaut 0, puisqu'il n'y a pas de force résultante verticale. Le mouvement est horizontal. Et donc vous voyez que si j'exprime N, N sera égal, faites passer tout de l'autre côté, à mg moins T perpendiculaire. Donc on voit bien que l'action normale du sol, comme vous tirez un peu vers le haut avec votre corde, l'action normale du sol n'est pas égale à mg. Donc vous voyez, si au départ vous n'aviez pas réfléchi et que vous aviez commencé à écrire n égale mg, vous alliez rapidement vous arrêter dans l'exercice en vous disant il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc pas de systématique. N n'est pas systématiquement égal à mg. C'est parfois vrai, mais pas toujours vrai. Et donc vous voyez ici que, en effet, n va être plus petit que mg. Donc ça vaut vraiment la peine de tracer les forces et éventuellement de les exprimer dans un système d'axes et de faire apparaître les composantes. Alors, dans la partie mécanique, nous allons revoir ensemble donc, les lois de Newton. Ça ne date pas d'hier, mais bon, pour des objets macroscopiques qui se déplacent à des vitesses ordinaires, elles sont tout à fait d'application et elles vont nous permettre de décrire les effets qui résultent des forces. Il y a 3 lois de Newton. Il y a la loi d'inertie, il y a la relation entre la force et le changement de mouvement, et il y a la loi d'interaction. Alors, si je m'intéresse à la loi d'inertie, que dit cette loi?
corps reste immobile, donc ça veut dire qu'il ne bouge pas, ou conserve un mouvement rectiligne et uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire rectiligne et uniforme? Rappelez-vous des rappels de cinématique. Ça veut dire que l'objet se déplace en ligne droite et que sa vitesse va rester constante. Eh bien, tout corps reste immobile ou conserve un mouvement rectiligne et uniforme. C'est important ce « et ». C'est à la fois rectiligne et uniforme, aussi longtemps qu'aucune force vient modifier son état. Donc, soit on l'étudie par cœur, tout corps reste immobile ou conserve un mouvement rectiligne et uniforme aussi longtemps qu'aucune force vient modifier son état, soit on réfléchit un petit peu à ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Alors on a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc ça veut dire que si le mouvement n'est pas rectiligne, il est uniforme mais il n'est pas rectiligne, ou bien si le mouvement est rectiligne mais pas uniforme, ou bien les deux, eh bien obligatoirement une force agit. Donc il faut absolument, si aucune force n'agit, soit l'objet était au repos et il va rester au repos, soit l'objet était en mouvement et il va continuer en mouvement rectiligne et uniforme, donc avec un vecteur vitesse qui est constant. Donc, faites bien attention de ne pas tomber dans les pièges lorsqu'on va parler, par exemple, de mouvements circulaires uniformes. Donc, un mouvement circulaire uniforme, est-ce qu'il y a une force qui agit? On pourrait se dire, voilà, c'est un mouvement qui se fait, on garde toujours la même vitesse, je ne sais pas moi, vous tournez sur une piste à 20 km/h, vous pourriez vous dire, ma vitesse ne change pas. Alors faites bien attention, votre vitesse ne change pas en grandeur. Déjà, si vous vous rappelez comment on trace le vecteur vitesse instantané, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Donc, si vous regardez le graphique, vous voyez que à tout moment, même si la grandeur du vecteur vitesse ne change pas, son orientation va changer. Donc, le vecteur n'est pas constant. Il est constant en grandeur, mais vous voyez que en tout point, son orientation va changer. Donc, la vitesse est constante en grandeur, ça veut dire qu'aucune force n'agit sur le corps, vrai, faux. Cette proposition est fausse parce que vous voyez que on n'oublie pas que la vitesse est un vecteur et pour que le vecteur soit constant, il doit être constant en grandeur, en sens, en direction. Ici, le vecteur n'est constant qu'en grandeur. Il change à tout moment et donc, oui, obligatoirement, il va y avoir une force. Alors, une manière plus rapide de voir les choses, c'est de se dire quelles sont les conditions pour avoir qu'aucune force n'agisse sur un objet. L'objet est au repos ou il est en mouvement rectiligne et uniforme. Et ici, il est en mouvement circulaire, il n'est pas en mouvement rectiligne. Les deux conditions ne sont pas remplies. Donc oui, obligatoirement, une force va agir. C'est une force d'ailleurs, nous le verrons, qui est dirigée vers le centre du cercle et que l'on va, qui aura une origine physique et que l'on va appeler la force centripète. Donc attention, dans cette loi d'inertie, à bien comprendre le sens du « et ». Il faut les deux, d'accord? On doit avoir un mouvement rectiligne et uniforme. Alors, donc il y a trois lois. Nous allons passer à la deuxième loi de Newton. Alors, attention, F égale ma n'est pas une définition de la force. Ça, c'est vraiment important.
On pourrait se dire, cette relation, c'est une manière de définir la force. La force, c'est F égale ma. Non, non, non. C'est vraiment une relation entre, d'un côté, des forces qui peuvent être, nous l'avons vu, de nature gravifique, électrique, magnétique, et ainsi de suite. Donc, à gauche du égal, nous allons devoir recenser toutes les forces qui agissent sur l'objet. Et de l'autre côté, nous avons une grandeur cinématique. Hein, on nous dit, c'est une relation entre, à gauche du égal, l'ensemble des forces qui agissent sur l'objet. Donc, on va devoir aller calculer la force résultante qui s'exerce sur l'objet. Et on dit, voilà, il y a une force qui s'exerce sur l'objet. Et donc, cela va communiquer à l'objet une certaine accélération. Alors, historiquement, ils ont quand même un petit peu hésité. Les physiciens, hein, on aurait très bien pu se dire, pourquoi l'accélération, pourquoi pas la vitesse, hein, tout compte fait, une force, quand il y a une force qui agit sur un objet, la force va être responsable du mouvement de l'objet et donc du fait que l'objet acquiert une certaine vitesse. Mais attention, la relation, elle dit, la force, elle est liée à l'accélération, donc à la manière dont votre vitesse va varier. C'est ça qui est fondamental dans cette relation. Donc, F égale ma, d'un côté des forces, dont il faudra faire la somme vectorielle, et puis de l'autre côté, le produit de la masse, qui s'exprime en kilos et qui est une grandeur scalaire, par l'accélération qui sera communiquée à l'objet, qui est une grandeur cinématique et qui s'exprime en mètres par seconde au carré. Et vous voyez donc que dans les problèmes de dynamique, il ne faudra pas oublier sa cinématique, puisque à droite du égal, on voit apparaître donc cette accélération et qu'éventuellement, dans un exercice, on va peut-être être amené à trouver cette accélération en se servant des relations de la cinématique. Donc faites bien attention, F égale ma n'est pas une définition de la force. Par exemple, si un objet est soumis uniquement à la force de pesanteur, s'il n'y a que cette force-là qui agit sur l'objet, eh bien nous écrirons que mg est égal à ma et nous pourrons dire que l'accélération qui sera communiquée à l'objet sera égale à l'accélération de la pesanteur. S'il y avait une force de frottement, ça ne serait plus le cas, puisqu'on devrait écrire que la force résultante agissant sur l'objet, c'est la force de pesanteur moins la force de frottement, et que ce serait alors cela qui serait égal à m fois a. Donc faites bien attention, c'est une relation, ce n'est pas une définition de la force. Quand vous écrivez mg égale ma, vous n'écrivez pas deux fois la même chose. Hein. Vous écrivez la force de pesanteur va communiquer à un objet de masse m une accélération, et donc cette force de pesanteur, mg, est égale à m fois a. Alors nous en arrivons à la troisième loi de Newton, qui est connue, souvent on exprime cette loi sous la forme action-réaction. Donc, que dit cette loi? Si un objet A exerce une force F sur un second objet B, ça c'est l'action, alors le second objet B exerce sur le premier une force égale mais opposée, moins F, qu'on appelle la réaction. Donc dans le petit dessin, on a exprimé ça sous la forme FAB égale moins FBA. Donc un objet 1 va agir sur un objet 2, et bien l'objet 2 va agir sur l'objet 1. Alors faites attention, qu'est-ce qui est fondamental dans l'action-réaction? Ce sont deux forces
qui vont être égales en grandeur et qui vont être opposées en sens. Ça, on l'a bien vu. Mais ce qui est aussi absolument fondamental, c'est qu'elles n'agissent pas sur le même objet. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà, je pense que la première fois que vous avez vu ça, c'est en deuxième secondaire. Mais il faut vraiment bien se le mettre en tête. Les points d'application ne sont pas sur le même objet. Hein? Lorsque vous poussez sur un mur, vous exercez une force sur le mur, point d'application le mur, et le mur va exercer une force sur vous, point d'application vous. Donc, la somme des deux ne peut pas être nulle parce que ça n'a pas de sens. Les deux forces ne s'exercent pas sur le même objet. Alors, pourquoi est-ce que vous ne bougez pas? Parce qu'il y a des forces de frottement entre vos chaussures et le sol. Si je vous mets sur une planche à roulettes et que vous poussez sur le mur, vous allez reculer parce que le mur exerce aussi une force sur vous et cette force va vous mettre en mouvement. Donc ça, c'est absolument fondamental pour ne pas se tromper. Action-réaction n'agissent pas sur le même objet parce que sinon, l'effet serait égal à 0, ce qui n'est pas le cas. Donc, attention, les forces d'action et de réaction s'exercent sur des objets différents. Leur effet ne s'annule pas l'un l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, si nous prenons un exemple très régulièrement traité dans les exercices, vous avez un objet qui est déposé sur le sol et on va un petit peu se poser la question, est-ce que, par exemple, N et W sont des forces d'action-réaction? N, action normale du sol sur l'objet. W, force exercée par la Terre sur l'objet. Déjà, ces deux forces agissent sur le même objet. Eh bien, elles ne peuvent pas être des forces d'action-réaction. Donc, si N est l'action exercée par la table sur l'objet, moins N sera la réaction exercée par l'objet sur la table, et vous voyez qu'on n'a pas du tout le même point d'application. Hein? Là, point d'application, la table. Si W est l'action exercée par la Terre sur l'objet, eh bien, moins W, la réaction, ça sera la force exercée par l'objet sur la Terre. Ok, donc l'objet va exercer une certaine force sur la Terre. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes beaucoup plus influencés, nous, par la force d'action de la Terre sur nous, plutôt que la Terre soit influencée par l'action de nous sur elle? Ce sont deux forces qui ont la même intensité, donc ça peut paraître bizarre. Mais simplement, rappelez-vous la deuxième loi de Newton, F est égal à ma. Si les forces ont la même intensité, mais que votre masse à vous, elle est plus petite que la masse de la Terre, l'accélération, c'est F divisé par m. Si vous divisez par quelque chose de plus petit, vous obtenez un résultat plus grand. Donc l'accélération qui va vous être communiquée sera beaucoup plus importante, évidemment, que si vous divisez la force par la masse de la Terre, l'accélération qui sera communiquée à la Terre. Donc faites bien attention. N plus W égale 0. L'action normale du sol plus le poids de l'objet vont nous donner un vecteur résultant qui est nul. Hein, l'objet est statique. W et N agissent sur le même objet. Et donc, ce n'est pas possible que N et W soient action-réaction. Puisque action et réaction n'agissent pas sur le même objet. Hein, sinon, les effets s'annuleraient. Donc, faites bien attention à ce piège que l'on peut trouver dans les exercices. Alors, peut-être à ce stade, une petite question pour réfléchir. Enfin, deux petites questions. Lorsque une voiture percute un camion,
la décélération de la voiture est beaucoup plus grande que celle du camion. Pourquoi? Et puis, deuxième question, supposons que vous soyez transporté sur une planète dont la masse est 4 fois plus grande que la masse de la Terre et le diamètre double. Que devient votre poids? Que devient votre masse? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est bien évidemment de mettre en pause l'enregistrement et d'essayer par vous-même de répondre à ces questions. C'est vraiment la bonne façon d'envisager la résolution de cet exercice, d'essayer d'abord de vous exprimer, de voir à ce stade ce que vous avez compris, et puis quand vous avez terminé, vous réenclenchez l'enregistrement. Ok, alors, pour ceux qui ont un peu réfléchi au premier exercice, lorsqu'une voiture percute un camion, la décélération de la voiture est plus grande que celle du camion. Pour répondre à cette question, nous allons avoir besoin de 2 lois de Newton. Alors, nous allons avoir besoin de la loi de l'action et la réaction. Il faut vraiment les 2 lois de Newton pour pouvoir y répondre complètement. Donc, que nous dit la loi d'action-réaction? Attention, n'oubliez pas, ça a beau être une voiture et un gros camion, la voiture va exercer une force sur le camion va exercer une force sur la voiture, et ces 2 forces, elles vont être égales en grandeur. Elles sont opposées en sens, mais elles vont être égales en grandeur. Ça, c'est une première chose importante. Ça peut paraître bizarre, mais non. Vous exercez, la voiture exerce sur le camion en grandeur la même force que le camion exerce sur la voiture. Première étape du raisonnement. Deuxième étape du raisonnement. Nous connaissons la deuxième loi de Newton. F est égal à m fois A. Donc, il y a une force qui s'exerce sur la voiture. Il y a une force qui s'exerce sur le camion, elles sont égales en grandeur, mais la masse de la voiture est plus petite que la masse du camion. Donc, accélération, c'est F sur M, et donc, nous allons avoir pour la voiture une décélération qui sera plus grande que celle du camion. D'accord? Donc, il faut vraiment faire appel à ces 2 lois pour pouvoir répondre à la question. Alors, le deuxième petit exercice, supposons que vous soyez transporté sur une planète dont la masse est 4 fois plus grande que la masse de la Terre et le diamètre double. Que devient votre poids? Que devient votre masse? La masse va rester identique parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à la quantité de matière dans l'objet, mais que devient le poids? À ce stade-ci de nos rappels, vous n'aviez peut-être pas toutes les armes pour y répondre. Et c'est pour ça que nous allons nous rappeler de la loi de la gravitation universelle. Alors, vous voyez que nous avons 2 masses en présence, une masse M1 et une masse M2. Ça peut être par exemple la Terre et la Lune, qui ont leur centre qui est séparé par une certaine distance d. Eh bien, il existe entre ces 2 masses des forces d'interaction existent, les forces d'interaction gravifique. La masse M1 va exercer une force F1,2 sur la masse M2 et la masse M2 va exercer une force F2,1 sur la masse M1. Ces 2 forces, attention, c'est important, c'est souvent un piège, sont égales en grandeur. Elles ont la même ligne d'action, elles sont opposées en sens, mais elles sont égales en grandeur. Que vaut cette force en grandeur? Une constante grand G, qui est donnée, multipliée par le produit des masses, divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc attention, ces forces d'interaction gravifique, il faut vraiment, peu importe la grandeur de M1 et de M2, la force
F1,2 égale la force F2,1 en grandeur. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et plus vous allez augmenter les masses, plus la force sera importante. Et plus vous allez augmenter la distance entre les masses, et plus la force sera petite. Alors, dans le cas particulier où nous allons nous placer, nous allons traiter le cas d'un objet qui se trouve à la surface de la Terre. Alors, si nous traitons le cas d'un objet qui se trouve à la surface de la Terre, donc entre le centre de l'objet et le centre de la Terre, nous allons avoir une certaine distance et on va supposer que cette distance égale juste le rayon de la Terre. Alors, vous avez peut-être dans vos cours respectifs tenu compte de l'altitude en ajoutant une certaine hauteur au rayon de la Terre, donc rayon de la Terre plus h le tout au carré. Ici, on va se mettre dans le cas où on suppose qu'on est juste à une altitude 0, quoi. On correspond, on modélise la Terre sous la forme d'une sphère de rayon RT, et on va supposer donc que l'objet est juste à une distance du centre de la Terre qui vaut RT. L'objet a une masse petit m, la Terre a une masse grand MT, et donc nous allons avoir, il faut bien avoir conscience qu'il y a une force qui est exercée par la Terre sur la personne, point d'application la personne, et qu'il y a une force exercée par la personne sur la Terre, point d'application le centre de la Terre. Mais nous allons nous limiter à la force exercée sur la masse petit m. Combien vaut cette force ? Je vais chercher la formule de la diapositive précédente, grand G, multiplié par le produit des masses, petit m fois m de la Terre, divisé par la distance qui sépare les centres au carré, donc rayon de la Terre au carré. Cette force gravifique, c'est la force qui est exercée sur la masse petit m. Je vais donc écrire la deuxième loi de Newton. La force est égale à la masse fois l'accélération. Donc ma égale grand G m masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Vous voyez que les petits m se suppriment et donc que cette force d'attraction gravifique qu'on appelle aussi le poids de l'objet va communiquer à l'objet une accélération A qui sera égale à grand G, masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Et c'est ce que l'on va noter petit g. C'est votre fameux accélération gravifique petit g, qui est souvent prise égale à 9,81. Donc c'est de là que vient petit g. On va pouvoir écrire que le poids, c'est m fois petit g. Alors, vous voyez bien dans cette expression de petit g que si j'avais été à la surface de la Lune, eh bien, j'aurais eu la masse de la Lune divisée par le rayon de la Lune au carré. Donc, on va avoir un petit g qui ne sera pas identique d'une planète à une autre. Donc, cette expression, le poids est égal à m fois petit g, vous voyez d'où vient cette expression. Et donc, si je reviens à la question de tout à l'heure, supposez que vous soyez transporté sur une planète dont la masse vaut 4 fois la masse de la Terre. Donc, je reprends notre formule, petit g. C'est à partir de cette formule-là qu'il faut faire le raisonnement. À la place de la masse de la Terre, je fais 4 fois la masse de la Terre. Et le diamètre est double. Donc, si le diamètre est double, le rayon est double également. Donc, je vais avoir 2 fois le rayon de la Terre. Mais attention, c'est au carré. Donc, ça va me faire 4 fois le rayon de la Terre au carré. Et vous voyez qu'on va avoir 4 divisé par 4, qui donne 1. Donc, dans ce cas, eh bien, petit g va rester inchangé, le poids va rester inchangé, dans ce cas précis où la masse est 4 fois plus grande et le rayon double.
Mais pour répondre à ce genre d'exercice, hein, où on vous dit, je ne sais pas moi, une masse double, un rayon qui est, je ne sais pas moi, triple ou des choses comme ça, vous devez absolument revenir à l'expression de petit g, à l'origine de petit g. Donc, le poids d'un objet, hein, vous voyez que l'origine, hein, c'est cette force d'interaction gravifique entre, dans notre cas habituel à longueur de journée, entre vous et la Terre. Le poids d'un objet est donc une force qui est dirigée vers le centre de la planète, qui s'exerce au centre de gravité de l'objet et qui est due à l'interaction gravitationnelle avec la Terre. On prend très souvent dans les exercices G sur Terre comme égal à une constante. Attention, hein, si on vous demande de comparer avec ce qui se passe sur la Lune, à ce moment-là, on n'a pas la même masse, on n'a pas le même rayon, donc on n'a pas le même petit g. Et on va écrire que le poids, alors peut-être qu'on vous a écrit dans le secondaire grand G avec une flèche au-dessus, ou bien peut-être F avec indice P. Dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi W, donc ça dépend un peu des livres de référence. W est égal à M fois petit g. Alors, dans les rappels des forces, donc pour mesurer les intensités de force, on utilise un appareil qu'on appelle le dynamomètre. Vous en avez peut-être vu dans vos différents cours de physique. Et parmi donc les forces que nous allons traiter ensemble, on a fait le petit rappel de l'action normale du sol qui est perpendiculaire à la surface. Nous venons de revoir la force de pesanteur. Eh bien, il y a également des forces qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours et qui sont les forces de frottement. Alors, nous allons prendre ici un petit exemple. Vous voyez qu'il y a un objet qui est déposé sur le sol. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on est en train de faire, donc on est en train de tirer à l'aide du dynamomètre, on est en train d'exercer une force sur l'objet, une force motrice, et il se fait que cet objet reste au repos. On augmente la force et l'objet reste quand même au repos. Alors ça, dans la vie de tous les jours, ça vous est peut-être déjà arrivé. Je ne sais pas, vous voulez bouger une armoire de place et puis vous allez pousser cette armoire très 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 fort, puis il y a un copain qui vient vous aider pour pousser et ça ne bouge toujours pas, et puis parfois il faut s'y mettre à 3 pour réussir à faire bouger l'objet. Alors qu'est-ce qui se passe? Visiblement on augmente la force motrice, mais l'objet ne bouge pas. Alors si on fait un peu le bilan des forces auxquelles l'objet est soumis, on a le poids. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du cours, ne vous laissez pas perturber, ce n'est pas parce que l'extrémité du vecteur poids touche l'objet que je ne peux pas décider d'appliquer, hein, c'est un peu pour alléger le dessin, mais le vecteur poids peut se déplacer le long de sa ligne d'action, donc on peut très bien venir l'appliquer au centre de gravité du corps, hein, donc surtout ne paniquez pas parce que le vecteur W n'est pas à l'endroit où vous avez l'habitude qu'il soit. Rappelez-vous le début du cours, un vecteur peut glisser le long de sa ligne d'action. Donc il y a le poids de l'objet, il y a l'action normale du sol perpendiculaire à la surface, il y a cette force motrice K qui est dirigée vers la droite. Or l'objet ne bouge pas. Donc si l'objet ne bouge pas, il est au repos, il reste au repos. Nous savons que la somme des forces agissant sur cet objet doit valoir 0. Alors bon, ok, si je regarde W et N, ok, ça ne bouge pas verticalement, donc en grandeur, W et N sont égales, elles sont opposées en sens, donc là je comprends bien.
Par contre, je suis en train d'exercer une force motrice vers la droite et ça ne bouge pas horizontalement. Donc ça veut dire qu'il y a une autre force, une force qui s'oppose au mouvement. Quelle peut bien être l'origine de cette autre force? Eh bien, c'est une force de frottement. Et on va un petit peu préciser, comme l'objet ne bouge pas, on va dire que c'est une force de frottement statique. Alors ça, parfois, ça gêne un peu. On a l'impression qu'il y a du frottement uniquement quand l'objet est en mouvement. Ça, on le perçoit bien. Mais non, vous voyez bien ici, il doit y avoir une autre force. Puisque l'objet ne bouge pas, c'est qu'il y a une force qui s'oppose à sa mise en mouvement. Et c'est cette fameuse force de frottement statique. Et si vous réfléchissez bien, vous augmentez K et l'objet ne bouge toujours pas. Donc ça veut dire que la force de frottement, elle augmente aussi. Elle augmente proportionnellement à K. Vous augmentez K, hop, la force de frottement, elle augmente. Et puis à un moment donné, l'expérience de la vie de tous les jours nous amène à conclure que si vous exercez une force suffisamment grande, vous allez avoir l'objet qui se met en mouvement. Donc la force de frottement statique, elle augmente progressivement, puis elle atteint une valeur maximum. Et bon, elle a atteint sa valeur maximum. Donc si vous exercez une force K qui est plus grande que cette valeur maximum, vous allez mettre en mouvement l'objet. Donc, la force de frottement s'oppose au mouvement. Par exemple, lorsque vous marchez, vous exercez avec votre pied, on ne réfléchit jamais à ce qu'on fait quand on marche, mais quand on marche, vous exercez une force sur le sol avec votre pied qui va vers l'arrière, et la force de frottement, du coup, elle va vers l'avant. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Lorsque vous faites le même sur une surface verglacée, vous exercez une force vers l'arrière sur le sol, mais il n'y a pas de frottement, vous allez tomber comme une crêpe parce qu'il n'y a justement pas cette force de frottement. Vous allez vous étaler la tête la première. Alors, quelle est l'origine du frottement? Tout compte fait, l'origine du frottement, donc la force de frottement, c'est une force de contact qui est donc due à l'attraction entre les atomes et les molécules qui constituent la force de cohésion de la matière solide. C'est essentiellement des forces de nature électromagnétique. D'accord? Et comme entre les deux surfaces, les atomes sont proches les uns des autres, eh bien, ils vont éprouver une force qui est appréciable. C'est donc une force, rappelez-vous, une force de contact, donc une force à courte portée. Ce n'est pas comme une force gravifique entre la Terre et la Lune. Donc c'est une force à courte portée. Donc il faut, pour qu'il y ait frottement, que les deux corps soient en proche contact, mais la nature profonde de ces forces de frottement, ce sont des forces qui sont électromagnétiques. Alors, si on s'intéresse à l'échelle microscopique, si on va voir d'un peu plus près des surfaces qui nous paraissent lisses, eh bien, si vous les observez, en réalité, elles sont irrégulières, elles sont rugueuses, elles vont présenter des creux et des bosses. Et lorsque deux corps sont en contact, en réalité, ils ne se touchent réellement que par les bosses. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre la surface apparente de contact et la surface réelle de contact. Les objets nous apparaissent lisses et donc on a l'impression que, prenons l'exemple d'un livre. Donc vous voyez ici, j'ai pris un livre de physique qui est soit, donc il y a le côté le plus grand et puis la tranche qui a une surface qui est plus petite. Donc si je dépose le livre de physique sur sa grande surface apparente, ou si je dépose le livre de physique sur sa petite surface apparente, la surface de contact apparente est différente. Alors qu'en est-il au niveau microscopique?
Si vous allez voir ce qui se passe au niveau donc, de ces surfaces qui sont rugueuses, vous voyez que dans le premier cas, toute la force se répartit, le poids du livre se répartit sur une grande surface. Donc, je vous rappelle que la pression, c'est la force divisée par la surface. Donc, on a une pression qui est faible. Et donc, vous allez avoir beaucoup de points de contact, mais des points de contact avec une toute petite surface de contact. Dans le deuxième cas, le poids du livre se répartit sur une surface de contact qui est apparente, qui est plus petite. Donc, force divisée par surface, la pression est plus importante. Et comme la pression est plus importante, au niveau microscopique, ça va avoir comme résultat que vous écrasez beaucoup plus. Et donc, vous allez avoir moins de zones de contact, mais elles vont être beaucoup plus grandes. Et donc, au niveau microscopique, nous allons avoir la même surface réelle de contact. Donc, quand on regarde au niveau macroscopique, on a l'impression, pour un même livre évidemment, donc il faut garder le même poids, on va avoir l'impression que les surfaces apparentes de contact sont différentes, alors qu'au niveau microscopique, les surfaces réelles de contact vont être identiques. Donc, si la force par unité de surface est assez grande, les matériaux vont donc se déformer. Et vous avez donc le premier cas où la charge est répartie sur une grande surface apparente. Et donc la pression est plus faible. Et il y a beaucoup de zones de contact réelles mais petites. Et dans le deuxième cas, si la charge est concentrée, la pression est plus grande. Il y a moins de zones de contact, mais elles sont plus grandes. Donc, nous avons la même surface de contact réelle. Et lorsqu'on va exprimer la force de frottement, dans l'expression de la force de frottement, vous n'allez pas voir apparaître la surface. Ce frottement est donc indépendant de la surface apparente de contact. Alors, nous allons donc reprendre calmement donc, ces forces de frottement qui s'opposent au mouvement. Nous savons que dans l'expression de la force de frottement, nous n'allons pas retrouver la surface, mais la vie de tous les jours nous amène quand même à la réflexion que la nature des surfaces en contact a de l'importance. Le frottement ne va pas être le même si vous mettez deux surfaces recouvertes de velours en contact ou bien deux surfaces qui sont en bois poli. Donc on sait que la nature des surfaces va avoir de l'importance. On sait que le frottement s'oppose à un mouvement établi ou prêt à s'établir. Et donc nous allons maintenant traiter le cas du frottement statique et le cas du frottement cinétique. Donc reprenons un exemple d'objet sur lequel on va exercer une force de traction. Donc vous voyez ici, j'ai un objet qui est au repos. Il y a la force poids, donc ici on a écrit FP. Dans les slides précédents, c'était W. Donc voilà, c'est différentes manières d'écrire ce poids. Nous avons l'action normale du sol sur l'objet, Fn. Nous avons la force de traction qui est exercée. Et nous savons, puisque l'objet ne bouge pas, qu'il y a une force de frottement qui s'exerce également et qui est due à l'interaction entre le sol et l'objet. L'objet ne bouge pas, donc quand on va faire la somme vectorielle de toutes les forces, Fn plus F de frottement plus le poids plus la force de traction, on va trouver 0. Alors, Fn et Fp, quand vous faites la somme, vous obtenez 0. Ce sont deux forces qui sont orientées verticalement et l'objet ne décolle pas. Et puis vous voyez tout compte fait que nous avons la force de frottement qui s'oppose à la traction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut augmenter cette traction et plus on l'augmente,
et plus la force de frottement va augmenter. Donc ça, c'est la première étape. Et à un moment donné, nous allons atteindre la force de frottement maximale. Ça veut dire que si vous dépassez avec votre force de traction cette force de frottement maximale, l'objet va se mettre en mouvement. Et c'est donc l'expression de la force de frottement maximale que l'on peut donner. À quoi est-elle égale? Eh bien, on a pu montrer qu'elle était égale à μs, le coefficient de frottement statique entre les deux surfaces, multiplié par la norme de Fn. Alors faites bien attention, cette relation, il n'y a pas de petite flèche au-dessus. C'est logique, hein? Nous ne pouvons pas écrire que le vecteur force de frottement serait égal à μs multiplié par le vecteur action normale. La force de frottement est horizontale, l'action normale est perpendiculaire à la surface. C'est donc bien une relation entre les normes. La force de frottement maximale est égale à μs multiplié par la force d'action normale. Alors, si maintenant nous mettons l'objet en mouvement. Alors, l'expérience de la vie de tous les jours, on pousse de plus en plus fort. Puis à un moment donné, on a l'impression que ça cède et que tout compte fait, la force que l'on doit exercer pour maintenir le mouvement, elle est plus faible. C'est moins difficile de maintenir le mouvement que de mettre en mouvement. Donc, la force qui doit être appliquée pour qu'un objet qui glisse garde une vitesse constante est inférieure à celle qui est nécessaire pour commencer le mouvement. Donc la force de frottement cinétique, qui est égale à quoi? Qui est égale à μc, le coefficient de frottement cinétique multiplié par Fn. Eh bien, cette force de frottement cinétique, si on compare μc et μs pour deux mêmes matériaux, μc est plus petit que μs. Donc la force, vous le voyez bien, est indépendante de l'aire de contact et elle est pratiquement indépendante de la vitesse. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien garder en tête. On va encore peut-être réinsister sur ces notions. Donc dans un graphique, vous voyez que l'origine donc du frottement, ce sont des forces électrostatiques entre les atomes ou les molécules des surfaces en contact. Nous exerçons une force de traction sur un objet, et dans le graphique, on a mis donc cette force de traction en abscisse. Et en ordonnée, on regarde la force de frottement. Alors, première étape, l'objet ne bouge pas. J'augmente la force de traction, l'objet ne bouge toujours pas. Donc ça veut dire que la force de frottement est à tout moment égale à la force de traction. Vous voyez, c'est la partie linéaire de la courbe. Puis je vais atteindre la force de frottement statique maximale. Si maintenant j'exerce une force de traction, je dépasse les pointillés, j'exerce une force de traction qui est supérieure à cette force de frottement maximale, eh bien l'objet va se mettre en mouvement et la force de frottement, elle, va rester constante et elle sera égale à μcn. Donc si la force de frottement reste constante, ça veut dire que si j'augmente la force de traction, non seulement j'ai mis l'objet en mouvement, mais si j'augmente la force, je vais lui communiquer une accélération, donc je vais augmenter sa vitesse. Si nous comparons, pour revenir là-dessus, les coefficients de frottement statique et cinétique, vous voyez ici acier sur acier, aluminium sur acier, cuivre sur acier, vous voyez que bien évidemment, on ne va pas trouver la même chose pour les μ. Les coefficients de frottement dépendent de la nature des surfaces en contact, mais vous voyez qu'à chaque fois, nous avons un μc, un coefficient de frottement cinétique, qui est plus petit que le coefficient de frottement statique.
Alors, on a très souvent des exercices dans lesquels le frottement, on va devoir tenir compte du frottement. Donc déjà, point 1, regardez le sens du mouvement. Réfléchissez au sens du mouvement pour mettre intelligemment votre force de frottement. Parfois, le sens du mouvement n'est pas évident. Vous réfléchissez à la marche, le pied il va vers l'arrière et la force de frottement vers l'avant. Donc, il faut vraiment réfléchir au sens des forces pour avoir donc la force de frottement qui est mise dans le bon sens. Alors, nous avons ici un objet qui se trouve sur un plan incliné. Alors, les plans inclinés, en général, on n'aime pas trop, parce que non seulement on va devoir faire de la physique, mais on va devoir faire un peu de maths dans les plans inclinés. Et on nous dit, voilà, l'objet est au repos, il ne bouge pas. Et vous avez la possibilité de faire varier l'inclinaison du plan incliné. Il y a un moment donné, si vous l'inclinez trop, l'objet va se mettre en mouvement. Donc la question vraiment qui se pose, c'est quel est l'angle θ qui est limite ? Si on dépasse cet angle, l'objet se met en mouvement. Alors déjà, il faut faire un peu le bilan des forces qui agissent. Nous avons l'action normale du sol N, perpendiculaire à la surface. Vous voyez que c'est important de se souvenir que c'est perpendiculaire à la surface, c'est pas vertical. Parfois, je vois sur des dessins, dans des exercices résolus, N qui est vertical. Non, N doit être perpendiculaire à la surface. Vous avez la force de pesanteur qui, elle, est verticale et dirigée vers le bas. C'est la force d'attraction gravifique mg. Et puis l'objet veut descendre, donc la force de frottement, elle est parallèle à la surface et dirigée vers le haut. Nous avons besoin d'un peu de maths dans ce genre d'exercice, puisque l'angle d'inclinaison du plan, c'est θ, et vous allez retrouver l'angle θ entre le vecteur mg et la perpendiculaire à la surface, puisque ce sont des angles à côté perpendiculaires. Vous voyez que la ligne d'action de mg est perpendiculaire à l'horizontale et la ligne d'action de n est perpendiculaire à la surface. Donc vous avez ce qu'on appelle des angles à côté perpendiculaires. Donc nous allons retrouver l'angle θ entre le vecteur mg et la ligne d'action de n. Donc, si nous cherchons maintenant les composantes de mg, mg a une composante suivant la direction du plan incliné et mg a une composante suivant la perpendiculaire au plan incliné. Alors, un petit peu de mathématiques dans les triangles rectangles nous permettent d'écrire que la composante qui est verticale est égale à mg cos θ et la composante qui est perpendiculaire à la surface est égale à mg cos θ et la composante qui est parallèle à la surface est égale à mg sin θ. Maintenant, puisqu'il est au repos, verticalement, perpendiculairement à la surface, je préfère parce qu'on n'est pas dans la direction verticale, excusez-moi, donc perpendiculairement à la surface, la somme des forces est égale à 0, donc N est égal à mg cos θ. Et si maintenant on se met parallèlement à la surface du plan incliné, la force de frottement est égale à mg sin θ. Donc là vraiment, je vous demande d'aller revoir vos relations dans les triangles rectangles, c'est ces fameux SOHCAHTOA. N'hésitez pas à les avoir à côté de vous dans un premier temps si vous les avez un petit peu oubliés. Suivant l'angle qui est adjacent ou l'angle qui est opposé, vous allez pouvoir exprimer mg cos θ ou mg sin θ. Alors, on continue un petit peu plus loin. Que se passe-t-il si vous décidez
d'incliner, qu'est-ce qui se passe si vous inclinez plus le plan incliné? Bah, vous faites varier θ. Alors, on était au repos. On va incliner de plus en plus le plan incliné, donc on va avoir une force de frottement statique qui va augmenter, puis à un moment donné, elle va atteindre sa valeur maximale. Et c'est vraiment là, nous allons être à ce moment-là, au moment critique, après, l'objet va glisser. Combien vaut cette force de frottement statique maximale? Elle vaut mu Sn, rappelez-vous, coefficient de frottement statique multiplié par l'action normale, n du sol, et nous venons d'exprimer combien vaut n. N, c'est égal à mg multiplié par le cosinus de θ. Donc la force de frottement maximale vaudra mu s mg cos θ. Donc là, nous avons simplement exprimé la force de frottement statique maximale. Et nous allons nous servir de la deuxième relation. Nous avons vu que nous avions que la force de frottement statique était aussi égale à mg sin θ. Donc, nous allons écrire que la force de frottement est égale à mg sin θ. Donc, mg sin θ est égal à mu s mg cos θ. Les mg se suppriment et nous trouvons que mu s, c'est sin θ sur cos θ, c'est tangente θ. Et donc, cette relation va nous permettre de trouver l'angle d'inclinaison maximale. Ok, alors on va essayer de maintenant faire le point sur ce que nous avons revu ensemble aujourd'hui. Donc, je vais reculer un petit peu dans les diapositives pour revenir à notre point de départ. Alors, nous avons vu, première chose, je vais peut-être encore reculer un petit peu. Voilà. Nous avons vu donc, attention en dynamique, on va supposer que les objets ne se déforment pas et dans la suite de l'exposé, que quand vous appliquez une force, vous allez simplement changer l'état de mouvement de l'objet. Et je vous rappelle qu'une force, c'est quand même un outil, c'est représenté par un outil mathématique un peu plus complexe qu'un scalaire. C'est un vecteur, donc ça veut dire qu'il a une grandeur, un sens, une direction, direction qu'on appelle la ligne d'action. Il peut glisser le long de la ligne d'action et la force en grandeur va s'exprimer dans une unité qui est le Newton. Donc, comme les forces, alors qu'elles soient gravitationnelles, électromagnétiques et ainsi de suite, comme les forces sont des grandeurs vectorielles, faites attention. Principe de base, on ne peut pas juste additionner leur grandeur, il faut dessiner. Il faut dessiner les forces pour pouvoir faire une addition vectorielle. Vous voyez bien ici que FR, ce n'est pas F1 plus F2. On va avoir besoin des relations dans les triangles pour trouver la force résultante. Donc, il faut vraiment dessiner pour pouvoir ensuite tracer la force résultante. Chose qui cause souvent problème. La norme, la grandeur d'une force est toujours positive. Par contre, quand vous choisissez un système d'axes, les composantes de la force dans le système d'axes peuvent être positives, négatives ou nulles. Vous voyez bien, à gauche de la diapositive, 2 composantes positives, à droite, fx positif, mais fy négatif. Ça dépend du système d'axes que vous avez choisi. Autre point sur lequel il faut faire très attention, ne pas se laisser piéger, la force d'action normale exercée par le sol sur l'objet est perpendiculaire à la surface. D'accord? Donc ne la placez pas systématiquement verticalement sur un dessin. Non, on repère la surface et elle est bien perpendiculaire à la surface. Et autre chose, un autre petit piège dans lequel il ne faut pas tomber, n n'est pas toujours égal à mg. Vous voyez ici dans l'exemple du traîneau que n est plus petit que mg. Donc il faut absolument
pas retenir des trucs par cœur en disant j'ai fait 10 exercices dans lesquels n était égal à mg, donc n égale mg. Non. Hein, vous devez traiter exercice par exercice. N n'est pas toujours égal à mg. Alors, nous avons revu ensemble les lois de Newton, avec la première loi qui est donc la loi de l'inertie. Un objet est au repos, va conserver un mouvement rectiligne et le est vraiment à mettre en rouge, uniforme, aussi longtemps qu'aucune force ne vient modifier son état. Donc attention, si la somme des forces égale à 0, c'est quelque part une donnée, c'est quelque chose qu'on vous sous-entend. On ne vous a pas dit clairement que la vitesse devait être constante en grandeur et en direction, mais c'est sous-entendu. Et si on vous dit dans un exercice que l'objet est en mouvement rectiligne uniforme, si on vous dit que la vitesse, le vecteur vitesse reste constant, donc ça veut dire qu'il ne change ni en grandeur ni en direction, on vous sous-entend que la somme des forces est égale à 0. Donc dans certains exercices, il faut pouvoir lire entre les lignes. Alors, la deuxième loi, F égale ma. Attention, ce n'est pas une définition de la force, c'est bien une relation entre la force, donc la somme de toutes les forces agissant sur l'objet qui vous intéresse, qui va être égale à sa masse multipliée par l'accélération qu'on va lui communiquer. Attention, le lien est entre la force et l'accélération, pas la force et la vitesse. Hein. Faites bien attention de ne pas tomber aussi dans ce piège-là. Hein. Une force va communiquer à un objet de masse m une certaine accélération. L'accélération, c'est la variation du vecteur vitesse. Ce n'est pas la même chose que la vitesse. Alors la troisième loi, la loi action-réaction, pour ne pas se tromper, donc l'objet 1 exerce une force sur l'objet 2 exerce une force sur l'objet 1. Si ce sont des forces d'action et réaction, ils ne peuvent pas agir sur le même objet. Si les points d'application sont sur le même objet, ce n'est pas des forces d'action-réaction. Bon, elles sont égales en grandeur et opposées en sens. On a fait toute une série de petites questions pour réfléchir. Ensuite, nous avons abordé, donc on avait abordé l'action normale du sol. Ici, on s'est rappelé ce que c'était la loi de la gravitation universelle. Donc, entre deux masses, il y a des forces d'interaction qui sont, attention, c'est important, quel que soit M1 et M2, F1,2 égale F2,1 égale G M1 fois M2 sur R carré. Donc ça, c'est la force d'interaction gravifique et on s'est placé dans le cas particulier où c'était une interaction entre un objet de masse petit m et la Terre de masse grand mt. Donc en se servant de la deuxième loi de Newton, nous avons pu montrer que l'accélération qui serait communiquée à l'objet de masse petit m, c'était grand G mt sur rayon de la Terre au carré. Et c'est cette formule qui va vous permettre de comparer le petit g à la surface de la Terre, à la surface de la Lune et sur des planètes dont les masses et les rayons vous sont donnés. Donc c'est à partir de cette petite formule qu'on peut trouver les g correspondants, les petits g correspondants, petits g qui apparaissent dans le poids de l'objet W égale m fois petit g. Et puis nous avons terminé ces rappels par la force de frottement. Donc attention, toutes les relations qui vont vous être données pour la force de frottement le sont en termes de normes, puisqu'on va relier la force de frottement à n. Vous voyez bien que la direction n'est pas la même. Et puis nous avons vu également que la force de frottement s'oppose au mouvement. Donc c'est fondamental de chercher le sens du mouvement avant de dessiner la force de frottement. Alors, qu'est-ce qu'on a pu montrer? Je vais peut-être directement venir au niveau du graphique. Donc, on a pu montrer qu'il y a une force de frottement statique et une force de frottement cinétique. Statique, ça veut dire que si un objet ne bouge pas, vous exercez une force de traction dessus. Mais dans un premier temps, vous avez beau augmenter la force de traction, l'objet ne bouge pas.
Donc ça veut dire que la force de frottement augmente proportionnellement à l'attraction. Puis à un moment donné, on atteint la force de frottement statique maximale, qui dépend de la nature des surfaces en contact. Et si vous dépassez cette force, si vous exercez une force de traction plus importante, l'objet se met en mouvement. Et il va alors subir une force de frottement cinétique constante, vous voyez, parallèle à l'axe des X sur lequel j'ai mis la traction. Donc une force de frottement cinétique constante qui sera plus faible que la force de frottement statique maximale. Alors, nous avons les expressions de ces forces de frottement. Pour la force de frottement statique maximale, elle sera égale à mu S multiplié par la valeur de l'action normale, de la force d'action normale. Et pour la force de frottement cinétique, mu C multiplié par la force d'action normale, avec mu C qui est plus petit que mu S. Et la valeur des mu qui dépend de la nature des surfaces en contact. Et puis nous avons terminé avec le problème du plan incliné, que vous aurez certainement l'occasion de faire également en exercice. Donc, plan incliné, quels sont les pièges? Ne pas oublier que N est perpendiculaire à la surface, pas vertical, perpendiculaire à la surface, que le poids de l'objet mg, par contre, est dirigé verticalement vers la Terre, c'est la force d'attraction gravifique, et il y a une force de frottement qui s'oppose au mouvement, l'objet voudrait descendre, donc la force de frottement est dirigée vers le haut du plan incliné. Comme l'objet ne bouge pas, on va écrire que la somme des forces est égale à 0. Donc, on va se placer, alors on va choisir un système d'axes suivant le plan incliné et perpendiculairement au plan incliné. Donc, si je projette dans une direction perpendiculaire au plan incliné, je vais trouver N et je vais trouver mg cos θ. Je rappelle qu'on a eu besoin des angles à côté perpendiculaires pour retrouver θ. Donc, N égale mg cos θ. Si maintenant je me mets dans une direction parallèle au plan incliné, j'ai Fs qui vaut mg sin θ. Je vais exprimer la force de frottement statique maximale. Je sais que c'est mu Sn, mais on vient de voir que N, c'était mg cos θ. Puis je reprends la relation mg sin θ est égale à la force de frottement statique maximale, donc mu S mg cos θ, et je peux trouver que mu S est égal à tangente θ. Donc faites bien attention dans les exercices avec la force de frottement. On doit vérifier si c'est une force de frottement statique ou une force de frottement cinétique. On est en mouvement ou on ne l'est pas. Première chose. On doit bien chercher le sens du mouvement pour pouvoir mettre intelligemment la force de frottement. Et puis faites bien attention que N est toujours perpendiculaire à la surface et que mg est suivant la verticale et dirigé vers le centre de la Terre. Donc, nous allons encore avoir à discuter d'autres forces. Nous reverrons notamment dans les prochains rappels la force justement la force de rappel d'un ressort. Nous parlerons un tout petit peu de ce qu'on appelle la force centripète. Et puis, il nous restera à traiter, à revoir ensemble la notion de travail d'une force, d'énergie potentielle et d'énergie cinétique.